Bienvenue dans Interligne, le podcast où les auteurs et autrices parlent de ce qu'ils lisent, pas de ce qu'ils écrivent. On y parle de livres aimés, marquants, ratés parfois, de ceux qui construisent, nourrissent ou accompagnent. Une conversation autour des mots des autres avec celles et ceux qui en font eux-mêmes. Je suis Manon et aujourd'hui je vous propose un hors-série. Une liste de recommandations à offrir, à vous offrir ou à vous faire offrir en cette fin d'année. Ce ne sera évidemment pas une liste exhaustive, mais seulement des indications, des recommandations. J'en profite également pour vous suggérer de passer par vos librairies indépendantes. Voilà, présentation faite, allons-y. Première catégorie donc, essai, biographie, artbook. Quand je pense à cette catégorie, je pense aux beaux livres disponibles dans les rayonnages art et peinture, comme Frida Kahlo, L'art plus grand, d'Inès Boitiau, publié chez Fernand Arzan. La couverture qui évoque une toile en fait un cadeau idéal pour tous les amateurs d'art. Tout au long de sa vie, Frida Kahlo a consacré une énergie inépuisable à peindre son visage, qui est devenu l'un des plus emblématiques de l'histoire de l'art. Grâce à la puissance de son pinceau, elle a combattu ses démons pour se libérer en tant que femme et artiste. Frida Kahlo, L'art plus grand, soigneusement relié, invite le lecteur à explorer les sommets de l'art grâce à un texte éclairant. Ce livre présente également 6 tableaux remarquables sous forme de dépliants géants, offrant une vue imprenable sur ces merveilles artistiques. Cette collection offre une expérience unique, vous plongeant au cœur de la matière et de la technique picturale. On peut également citer Les grands mystères de la peinture de Gérard Denisot, publié chez Larousse, qui discute, comme son nom l'indique, des mystères des grandes peintures de l'histoire. Des débuts de la naissance de Vénus de Botticelli à l'Empire des Lumières de Magritte, maître incontesté du mystère, ce livre révèle certains des mystères entourant les plus grandes œuvres artistiques. Jeux de cache-cache, indices dispersés, sans scripter, découvrez ou redécouvrez sous un angle nouveau les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Évidemment, si certains d'entre vous ou vos proches apprécient l'art, je ne peux que vous recommander d'aller piocher du côté de la maison d'édition Taschen pour retrouver les plus belles œuvres d'art en livre. Parlons-en maintenant. Clair-Obscur Expédition 33, l'ère de Clair-Obscur Expédition 33, publié chez Pix & Love, arrive bientôt. Pour nos artistes gamers, il faudra attendre, mais un magnifique ouvrage, un artbook officiel de l'univers de Clair-Obscur, arrive en librairie le 5 décembre. Parfaitement à temps pour être déposé sous vos sapins 20 jours plus tard. 300 pages d'illustrations, certaines inédites, de documents de recherche qui ont formé le jeu Clair-Obscur Expédition 33 aux plus de 5 millions de joueurs et joueuses à travers le monde. Pour moi, l'autobiographie de cette fin d'année, c'est évidemment le livre des vies Mémoires écarlates de Margaret Atwood, qui a été traduit par un collectif publié aux éditions Robert Laffont. Que dire de plus que Margaret Atwood pour vous convaincre? Peut-être un jour aurai-je l'occasion de la rencontrer et de l'entendre parler de l'écriture de vive voix, peut-être même dans mes rêves les plus fous d'échanger avec elle. Mais que pourrais-je bien lui dire? À elle qui a une plume qui a influencé ma vision du monde, bien plus que je ne pourrais l'identifier, elle qui me fascine et m'intimide, elle qui semble être à la fois hors du temps et hors du monde, tout en étant une fine observatrice de notre réalité la plus profonde. Ce qui est sûr, c'est que ce livre, cette autobiographie, offre une nouvelle perspective dans le cerveau de cette femme, qui a marqué tant de lecteurs et tant de lectrices. Si la politique ne vous fait pas peur en temps de repas de famille, je peux vous conseiller Logocratie de Clément Viktorovitch, publié aux éditions Seuil. Dans cette analyse, Clément Viktorovitch explore les liens complexes entre démocratie et influence dominante de la rhétorique, qu'il considère comme une forme d'art du mensonge. Capable de subvertir et de pervertir la volonté du peuple. Que certains politiciens mentent ou trompent, ce n'est rien de nouveau. Les Athéniens le déploraient déjà. Ils peuvent aussi se tromper, faire de fausses promesses, dissimuler la vérité, user d'euphémismes. Tout cela fait partie du jeu. Ici, l'auteur analyse un art du mensonge perfectionné, systématisé et même théorisé, qui s'est développé à l'ère de la post-vérité, ouverte par Donald Trump dès le jour de son investiture pour son premier mandat. De plus, il démontre, preuves à l'appui,
Discours publics, déclarations officielles, que la France, sous la présidence d'Emmanuel Macron, a également sombré dans ce régime, bien qu'à un moindre degré. Un autre ouvrage pourrait être consacré aux partis d'opposition, mais l'auteur ici s'intéresse aux partis au pouvoir, car ce sont leurs paroles qui sont performatives, c'est-à-dire que leurs discours peuvent avoir un impact direct et être traduits en actes. La lecture est à la fois intéressante et stimulante, et aussi inquiétante sur l'avenir de notre démocratie. Un autre essai que je peux vous recommander, c'est Nulle part et alors, être sans enfant, rédigé par un collectif aux éditions Point. Ce recueil, dirigé par Chloé Delhomme, est composé de 11 textes signés par des personnes sans enfants. Il explore et interroge l'étiquette sociale de la maternité à travers des voix et des styles d'écriture diversifiés. Cette multiplicité de perspectives représente l'un de ses points forts, permettant une réflexion approfondie et nuancée sur un sujet souvent négligé. Au fil des pages, le livre nous incite à une véritable introspection et nous amène à nous poser une question fondamentale. Est-ce que, vraiment, ce que je veux, c'est avoir un enfant? Une interrogation pourtant essentielle, mais que notre société continue malheureusement de trop rarement formuler ouvertement. De plus, l'ouvrage offre une analyse approfondie du concept de famille ou de la création d'une famille, abordant notamment la question de la parentalité. Ensuite, passons aux bandes dessinées et romans graphiques. Le premier que je vous recommande est une BD classifiée jeunesse qui lie aventure et fantastique. Cette BD, c'est Anna et l'Entremonde de Marc Dubuisson et Si, publiée aux éditions Glénat. Au début du premier tome, nous sommes en 1492 et Christophe Colomb s'apprête à rejoindre les Indes par l'ouest. Anna et Domingo sont dans les cales du bateau. Oupsie! Ils seront du voyage pour le meilleur et pour le pire. Christophe Colomb n'arrive pas aux Indes dans la réalité. Dans cette BD non plus. Mais c'est disons un petit peu plus compliqué. Anna et l'Entremonde est une série de BD qui mêle avec brio personnages hauts en couleurs, humour, action, aventure et mystère. On ne s'ennuie jamais. On dévore les pages avec impatience. Pourtant, prendre le temps de s'attarder sur les belles planches de scie est un véritable plaisir. Cette BD est absolument sublime. Les teintes de chaque tome sont choisies avec soin, et cela se voit. Anna et l'Entremonde constituent une parfaite réussite qui plaira autant aux jeunes aventuriers qu'aux plus vieux. La seconde BD que je vous conseille s'appelle Vertu de Saint-Cyr, signée Maëva Poupard et Illogique, publiée aux éditions d'Argo. Elle est à lire à partir de 15 ans et c'est une véritable pépite. Sérieusement, Vertu de Saint-Cyr est une très belle BD avec une palette absolument magnifique. Cette BD n'est pas seulement un récit d'émancipation, c'est une véritable dénonciation du silence des institutions militaires face au harcèlement présent dans leurs rangs. Un cri dans notre monde qui préfère fermer les yeux. Le scénario, sans compromis, réussit à tisser un lien étroit entre fiction et réalité, la rendant ainsi plus pertinente. C'est une lecture coup de poing, intéressante, dure, révoltante, sous un graphisme très agréable qui nous met les nerfs en pelote, nous donne envie de frapper, de crier et de voir, enfin, la justice triompher. La troisième BD que je vous conseille est une BD adulte qui s'intitule La Nuit retrouvée et est signée Pénélope Bagieux et Lola Lafont, publiée chez Gallimard BD. Je suis tombée sous le charme de cette bande dessinée. C'est l'histoire d'Hélène, une mère de famille de 50 ans, douce, ordonnée, dont la vie quotidienne est rythmée par la routine. Pour célébrer son anniversaire, elle invite ses enfants, maintenant devenus adultes, à passer la soirée chez elle. Alors que la nuit s'installe, elle se confie à sa fille, partageant des anecdotes sur une rencontre inattendue qu'elle a faite des années auparavant. Et nous voilà, nous sommes transportés dans la vie quotidienne d'une mère célibataire accompagnée de ses 3 enfants, qui se rend au championnat du monde de surf. Nous pénétrons dans un souvenir, un mystère, un instant de vie, où l'héroïne nous livre seulement les détails qu'elle choisit de partager, instaurant ainsi une tension entre les planches de surf, les images qui défilent, et ce qu'elle accepte finalement de nous dévoiler. Dans cette BD lumineuse, tant au sens propre qu'au sens figuré, nous découvrons des personnages attachants et aimants. Le dessin est extrêmement expressif et la colorisation est incroyable. Je recommande chaudement. Les 2 dernières BD que j'ai à vous présenter pour ce podcast sont en fait des adaptations de romans.
La première s'appelle La passeuse des mots, signée Agit Weiss, Carbone et Michela Cacciatore, désolé pour ce massacre, qui est publiée chez Hachette Roman et qui se lit à partir de 13 ans. La BD est absolument sublime. Les illustrations sont splendides et le jeu de couleurs fait avec les mots et les nuances, c'est magnifique. On va découvrir que les mots ont un pouvoir. On fait connaissance avec Aria, une jeune femme qui deviendra passeuse de mots. Une magie ancestrale. Une catastrophe survient dans son royaume et le chaos s'ensuit. Elle part alors à la recherche de sa famille, mais elle réalise qu'elle est la passeuse de mots. Elle entreprendra alors une quête pour retrouver des mots. J'ai trouvé cette quête magnifique. Utiliser les mots comme magie, c'est vraiment envoûtant et parfait pour une histoire. Les mots ont un impact profond sur notre vie, pouvant être à la fois doux et destructeurs. Parfois, nous avons tendance à l'oublier. Les mots sont des armes. C'est fluide, c'est beau, on voit la poésie des mots, la beauté de l'univers, les forces, les nuances, les faiblesses. C'est un véritable plaisir pour les yeux. Ensuite, je vous conseille Watership Down de Richard Adams, traduit par Pierre Clincard et dessiné par James Sturm, publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. C'est à lire à partir de 12 ans. Et cette histoire suit Hazel, un jeune lapin plein de ressources, qui choisit d'écouter les sombres pressentiments de son frère, un petit lapin frêle mais doté d'un instinct très sûr. Convaincu que leur garenne court un grave danger, Hazel rassemble quelques compagnons et les entraîne à travers prés et forêts en quête d'un lieu paisible et sûr où fonder une nouvelle colonie. Cependant, partir à la recherche d'un nouveau foyer, ce n'est pas une mince affaire quand on est petit et vulnérable. Et surtout, très appétissant. Le monde est rempli de dangers. Watership Down ne se réduit pas à une simple fable écologique ou à une quête. En réalité, l'histoire est bien plus profonde et complexe qu'il n'y paraît à première vue. En suivant un groupe de lapins contraints de quitter leur terrier, l'auteur explore des réalités très humaines. La façon dont un groupe se forme, trouve son équilibre, répartit les responsabilités et tente de survivre face à l'inconnu. Mais au fil des pages, cette structure communautaire révèle une critique plus large, plus politique, celle des dérives autoritaires. En restant ancré dans un cadre idyllique, le récit graphique laisse entendre par omission ce qui arrive aux sociétés soumises à la terreur et au contrôle. Ce roman graphique est donc l'adaptation remarquable de l'œuvre de Richard Adams. Il a su capturer l'atmosphère paisible de la campagne dans ses illustrations délicates à l'encre et au crayon graphite. Les émotions des lapins et des autres animaux, qu'ils soient effrayés, souffrants, anxieux ou attentifs, sont magnifiquement représentées. C'est un magnifique roman graphique que je vous recommande chaudement. J'ai eu un gros coup de cœur pour son histoire, ses messages et ses illustrations. Malgré cela, je vous conseille de lire aussi le beau livre de Richard Adams pour avoir encore plus de détails, même si ceux-ci sont très bien rendus ici. On va dire que c'est pour prolonger le plaisir ? L'une de mes catégories préférées en littérature, c'est la littérature jeunesse-ado. Qui a dit qu'il fallait s'arrêter de lire comme un enfant ? La première recommandation que j'ai pour vous, c'est Laquais d'Iwulan, signé Pierre Bottero, publié chez Rajo. Il existe également une version BD publiée chez Glénat. La Quai d'Iwulan, le monde d'Iwulan et le Parc des Marchands sont remis au goût du jour avec une sublime nouvelle édition signée Rajo qui rend hommage à son auteur Pierre Bottero. La Quai d'Iwulan est un grand classique de la littérature fantasy jeunesse contemporaine. Camille, une jeune surdouée de 13 ans, sait depuis longtemps qu'elle n'est pas comme les autres. Elle a ce petit quelque chose qui fait qu'elle ne se sent pas à l'aise dans ce monde. Alors, quand elle se retrouve avec son ami Salim transporté dans un autre univers et qu'elle apprend que l'équilibre de celui-ci est en danger, car il est en guerre contre d'affreuses créatures, elle n'hésite pas une seule seconde et se lance dans une quête effrénée, entourée de personnages tous plus uniques les uns que les autres, pour tenter de rendre la liberté à ce monde qu'elle considère comme le sien. Pendant son voyage, la jeune fille va découvrir des secrets sur ses origines et apprendre à maîtriser le pouvoir qu'elle a depuis petite et qui la rend si différente, le dessin. Et si ça ne vous a toujours pas convaincu, voici la toute première phrase de ce tome 1. Camille était âgée exactement de 4900 jours, soit un peu plus de 13 ans, la première fois qu'elle effectua le pas sur le côté. Pierre Bottero, grâce à une plume remplie d'originalité, parvient dès les premières pages à créer un univers captivant et rempli de mystères.
De rebondissement en rebondissement, nous accompagnons Camille et Salim dans leur voyage, prenant plaisir à les voir évoluer au fil de leurs aventures. Je ne peux que recommander ce roman qui ne s'adresse pas exclusivement à un public jeune. Attention par contre, Camille reste une enfant, elle fait donc des choix d'enfant. Il serait vraiment dommage de ne pas explorer l'œuvre de Pierre Bottero sous prétexte d'avoir dépassé l'adolescence. Le prochain, c'est Les Mémoires de la forêt, signé Michael Brun-Arnaud, publié chez l'École des loisirs. C'est un roman jeunesse à lire à partir de 9 ans qui s'offre une nouvelle jeunesse avec une sublime réédition aux mêmes éditions. Dans la forêt de Belle-Écorce, au cœur du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs se font de plus en plus fous, Ferdinand Taupe cherche désespérément son livre afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il n'en existe qu'un seul exemplaire déposé à la librairie il y a des années, mais précisément, un client énigmatique vient de partir avec. Entre des paysages majestueux, des personnages truculents et une plume chargée de bienveillance, avec de sublimes illustrations, ce roman coche toutes les cases pour y passer un moment enchanteur tout en abordant des sujets complexes avec douceur, comme celle de la maladie, de l'oubli-tout. Les illustrations de Sanoé sont également très belles et créent une ambiance chaleureuse et cocooning. Les petites illustrations en tête de chapitre sont également une excellente idée qui rend le roman encore plus agréable à lire. Finalement, cette histoire nous incite à cultiver la persévérance et la gentillesse. Prochaine recommandation, Rosas et Dragons de Yelena, publié chez Slalom. Rosas et Dragons, c'est d'abord un univers qui vend du rêve. Bien que notre héros n'ait pas une vie très heureuse, il y a des dragons. Bienvenue à Arc en Flamme, une ville où chaque être humain est lié dès la naissance à un dragon qui l'accompagnera toute sa vie. L'univers est admirablement bien structuré, ce qui donne envie d'en découvrir davantage, mais hélas, c'est un format one-shot. La ville d'Arc en Flamme, clairement inspirée de l'Alsace, donne envie de l'explorer de fond en comble. Mais surtout, il y a des dragons. Leur lien profond avec leurs partenaires humains, leur impact significatif sur la routine quotidienne, leur talent magique qui diffère d'un individu à l'autre, ainsi que leur apparence distinctive pour chacun d'entre eux. Sans oublier les doux noms qu'ils portent, qui reflètent leur pouvoir. Ils sont bien plus que de simples personnages et ajoutent une touche merveilleuse de fantastique à l'histoire. Le scénario est très bien ficelé et propose aussi bien des moments cosy que des scènes d'action marquantes. À travers leurs interactions et discussions, Carl et Iseline nous enseignent ou nous réenseignent une leçon très importante. Nous sommes libres d'aimer qui nous voulons, quels que soient nos goûts ou nos préférences. Malheureusement, cette vérité n'est pas encore pleinement intégrée dans les mentalités, les cœurs et les esprits de notre société. J'espère que ce message touchera les lecteurs de ce livre. Rosas et Dragons, c'est une véritable pépite, une fantaisie douillette qui sort des sentiers battus, remplie de bons sentiments et ancrée dans un univers soigneusement élaboré. Ce roman est recommandé à partir de 13 ans. Préparez-vous à vous laisser séduire par des dragons attachants et des personnages captivants. Quittons la fantaisie un instant et penchons-nous sur une nouvelle recommandation, L'Agence Perdido de Victor Dixen, publié chez Bayard Jeunesse. Cette saga est recommandée à partir de 12 ans. Dans le premier tome, nous suivons Lucie à New York. C'est une jeune adolescente, orpheline de père, mais c'est aussi la narratrice. À l'approche d'Halloween, elle rentre chez elle un soir, mais sa mère a disparu, alors que la bouilloire est en marche et que la maison est éclairée. Mais où est-elle passée? Lucie rencontre alors une étrange femme, Rita Perdido, qui tient une agence de retrouvailles. C'est grâce à une atmosphère unique que Victor Dixen brode cette histoire captivante teintée de gothique et d'horreur. Malgré un style destiné à un public jeune, l'angoisse s'insinue sous la peau, mêlée au dégoût suscité par les descriptions saisissantes des créatures maléfiques, cruelles et torturées qui vont se dresser devant Lucie. Cette histoire captivante, pleine d'action, de suspense et d'amitié, vous tiendra en haleine et vous émerveillera. Agence Perdido est une saga qui invite les jeunes et les plus grands à vivre une aventure glaçante à couper le souffle, qui fait voyager aussi bien dans le monde que nous connaissons que dans les confins secrets de celui-ci.
Si vous appréciez les atmosphères mystérieuses, les univers oniriques élaborés et les créatures terrifiantes, n'hésitez pas, c'est votre saga. La plume de Victor Dixon est toujours aussi envoûtante. Il sait amener le mystère d'une façon assez extraordinaire, ce qui donne envie de lire toujours plus. Un dernier chapitre et au lit? Ça semble bien difficile. Le prochain livre que j'ai à vous conseiller s'appelle L'Oiseau de Feu de Karel Clara, signé chez Gulfstream Éditeur, recommandé à partir de 14 ans. Là encore, ce n'est pas une fantaisie classique. L'histoire se déroule dans une France alternative sur le point d'être gouvernée par la descendante de Napoléon. Nous nous retrouvons en France, dans un univers où la dynastie Bonaparte continue à régner. En effet, Napoléon a choisi de se retirer en faveur de sa petite-fille Apolline, ce qui diffère évidemment de notre histoire. Mais si l'on peut croire que l'arrivée d'une femme au pouvoir est un signe de changement, cela ne change absolument rien pour la vie de nos deux héroïnes. On rencontre Lauriane et Agathe. Elles viennent de deux milieux sociaux totalement différents mais ont un point commun: s'émanciper pour pouvoir être libres. Elles ne sont pas destinées à se rencontrer, cependant, lorsque Lauriane apprend que son père a été attaqué et que sa mère s'est évaporée, elle commence à croire que le frère d'Agathe pourrait être mêlé à cette affaire. Les policiers ne font rien pour l'aider, alors elle décide de se débrouiller toute seule. Leur désir commun de vérité les pousse à travailler ensemble. De mystère en révélation périlleuse, elles vont découvrir un complot plus vaste qu'elles ne l'avaient imaginé. Les complots et les mystères qui entourent l'intrigue donnent à l'histoire une véritable dimension dynamique et captivante. La plume de Karel Clara m'a séduite. Fluide, immersive et riche, elle arrive à maintenir le suspense tout en développant un univers original et soigné. En résumé, L'Oiseau de Feu est une excellente découverte que je vous encourage vivement à lire, surtout si vous appréciez les uchronies, les atmosphères victoriennes et les intrigues policières. Et bien sûr, des héroïnes courageuses et complexes. Décidément, aucune de mes recommandations ne sont du même genre pour la littérature jeunesse. Cette fois-ci, nous nous penchons dans un monde dystopique, avec Nous de Christelle Dabos, signé chez Gallimard Jeunesse et recommandé à partir de 14 ans. Ce roman nous plonge dans un univers où le libre arbitre est un mythe, où chaque geste, chaque mot, chaque pensée est dicté par le nous. Les individus disparaissent, s'effacent, se fondent dans l'énorme rouage collectif. Une société où l'individu n'est plus qu'une composante du nous, comme un cube Borg, mais en bien moins spatial. C'est une histoire se tissant à plusieurs voix et qui s'élève progressivement en un cœur fascinant. Elle nous emporte dans une aventure qui combine habilement investigation, quête identitaire et vertige dystopique. Le roman fourmille de questionnements sur les fondements d'un monde à plusieurs, où chacun doit trouver sa véritable place sans qu'on le lui impose. C'est une histoire sur la transition et sur le choix. C'est une réflexion profonde sur soi-même, mais aussi sur les liens avec les autres. Sans prétendre donner des leçons, toujours dans un esprit de divertissement, le message de la méfiance envers les dogmes est bien transmis. Cela est d'autant plus précieux dans le monde actuel, qui a tendance à vouloir effacer nos identités. Christelle Dabos offre une analyse sociale acerbe, percutante, de nos sociétés de contrôle à travers ce récit. Nous est un roman ambitieux qui donne matière à réfléchir aux notions d'humanité et de solidarité, ainsi que celles d'universalité. Avec une approche bienveillante et exempte de jugement, Christelle Dabos met en lumière les vérités profondes qui sont souvent tues. Les mots sont tranchants, décisifs, cruels même, mais c'est pour le bien de tous. Les répliques cinglantes sont absolument savoureuses, tandis que l'autrice démonte le patriarcat et le capitalisme d'un seul coup de plume. La littérature et l'écriture de Christelle Dabos stimulent notre pensée, renforcent nos convictions, mais suscitent également des contradictions amusantes. C'est précisément pour ces raisons que nous apprécions tant cet auteur. Nouvelle recommandation, nouveau genre. Cette fois-ci, c'est un roman one-shot, dystopique, young adult à partir de 15 ans. Les cités de poussière de Nell Pfeiffer chez Hachette Roman. Dans les cités de poussière, on découvre un monde où 4 villes distinctes subsistent grâce à un mystérieux pouvoir de la poussière, une substance rare extraite d'antiques artefacts. Chaque cité est habitée par des individus aux dons spécifiques. La vie de Delia bascule lorsqu'elle met la main
sur un grimoire mystérieux. Cet événement la propulse dans une aventure périlleuse aux côtés de Dante, le bras droit du chancelier, pour sauver leur cité menacée. La poussière, une ressource indispensable mais rare, évoque les enjeux environnementaux et l'épuisement excessif de nos propres réserves. Alors que certains récits dystopiques sont résolument sombres, Nell Pfeiffer met également en évidence la capacité de l'homme à se réinventer, même si cela nécessite un bouleversement complet de sa perception du monde. Je n'en dirai pas plus pour éviter de révéler des éléments clés de l'intrigue, mais l'autrice aborde des sujets actuels dans ce roman absolument fantastique. L'écologie, l'invisibilisation des femmes de l'histoire et le féminisme. La superficialité des êtres prêts à sacrifier le passé pour assurer leur avenir en oubliant les erreurs commises et en les répétant. Et bien d'autres encore qui incitent la réflexion entre les lignes. J'ai également beaucoup apprécié l'écriture captivante de Nell Pfeiffer. Son style est impeccable et nous plonge dans l'histoire, coule sans heurts et est minutieusement travaillée. L'histoire se révèle avec une habileté remarquable. Passons à présent au livre que je recommanderais pour les personnes âgées de plus de 15 ans. Ma première recommandation, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevich. Désolée pour la prononciation, peut-être que ça ne se prononce pas comme ça. Ça a été publié chez Gallimard. Et Du thé pour les fantômes, c'est une véritable pépite d'urban fantasy si je devais le classer dans un genre précis. Mais c'est aussi une sorte de conte merveilleux teinté d'onirisme, de sensibilité et un soupçon de gothique. Du thé pour les fantômes, c'est un récit rempli de poésie et d'une richesse de détails sans nul pareil. L'auteur manipule habilement la langue, les fils narratifs, le temps, les noms et les situations, créant des moments drôles, émouvants et parfois effrayants. Le destin de 3 femmes, une mère et ses jumelles, se dessine, fascine et intrigue. Cette poésie émouvante aborde les sujets profonds comme le deuil, l'enfance et la famille. C'est à la fois fantastique et merveilleux, beau et laid, lumineux et sombre. L'atmosphère est envoûtante, mêlant des fleurs monstrueuses, des thèmes mystérieux et des surnoms étranges, et une horde de théières. C'est un peu comme s'échapper dans une dimension parallèle, ancrée dans notre réalité, mais imprégnée d'une magie et de mystères, d'esprits qui ont un peu perdu la tête. Le texte dégage un onérisme diffus qui s'accorde parfaitement avec notre réalité. Le style de l'auteur oscille entre poésie et mélancolie, ce qui rend le texte particulièrement touchant. Pour cette prochaine recommandation, nous repartons vers des auteurs que j'ai déjà mentionnés, A.J. Twice chez le Gulfstream Éditeur avec Jusqu'au plus profond des astres. C'est un livre situé à la croisée entre la science-fiction et la fantasy. Et c'est une lecture qu'on ne décortique pas vraiment. Elle s'éprouve, elle se ressent, on expérimente. C'est une invitation à nos émotions, avec une plume qui manie les mots avec autant de délicatesse que de brutalité. Une plume capable de faire voyager ses lecteurs et lectrices dans des sujets difficiles comme le deuil en les abordant toujours avec une justesse saisissante et un profond respect. L'univers est tout simplement magnifique. Il est très dense et peut intimider au premier abord, il peut même dérouter légèrement, puis en prenant le temps, tout s'éclaircit. C'est dans ce roman que j'ai découvert l'écriture de A.J. Twice et je dois dire que je suis vraiment ravie de ces découvertes. Le traitement des sciences est absolument remarquable, ajoutant une dimension captivante au récit. On ressent clairement qu'il y a eu un gros travail autour de ça et que les auteurs s'éclatent. Ce qui m'a profondément touchée, cependant, ce sont les personnages. Des personnages qui resteront gravés dans ma mémoire grâce à leur authenticité et à leur complexité. Avant de lire cette histoire, il est important de noter qu'elle ne vise pas à offrir une aventure remplie d'action et de rebondissements. Il s'agit plutôt d'un récit introspectif, et contemplatif même, qui met l'accent sur les émotions profondes, comme l'amour, le deuil, la tolérance et la mémoire. La lenteur est une caractéristique distinctive de ces auteurs, et c'est aussi ce qui la rend unique et profondément émouvante. C'est un hymne à la délicatesse, un conte enchanteur qui allie douceur et force. L'invisibilité des femmes, la quête de l'être cher au-delà de la mort, le deuil, l'amour, le thème de la fin de famille, ici comprendre la famille choisie, construite ou trouvée, compose cette histoire. C'est une symphonie de thématiques qui se croisent, qui se choquent, qui s'entremêlent, créant des supernovas et parfois des désastres.
Ma prochaine recommandation, c'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. C'est un roman pour adolescents à partir de 15 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est une dystopie. L'intégrale de la trilogie a été publiée chez Didier Jeunesse au début du mois de novembre, avec une sublime couverture de Pauline Gallois, qui fait également la couverture de ma prochaine recommandation d'ailleurs, et son travail est absolument magnifique. Cassandre Lambert, influencée par notre société et notre culture fortement et encore bien trop patriarcale, a décidé d'inverser la tendance en nous offrant une sorte de dystopie des plus pertinentes et palpitantes. Sans révolutionner le genre littéraire, mais son histoire rappelle Hunger Games, grâce à de nombreux combats et d'autres enjeux politiques, mais en inversant les codes. Et si les femmes dirigeaient le monde? Avec une grande aisance et une facilité extrême, l'auteur m'a fait entrer dans un univers très réaliste, notamment grâce aux citations de versets et d'autres documents historiques qui commencent chaque chapitre. Bien qu'il soit malaisant et parfois violent, ce livre est absolument fascinant. Je ne peux que vous recommander de le lire, il est impossible à lâcher. Mais attention, des scènes peuvent porter atteinte aux plus sensibles d'entre nous, notamment les scènes de combat avec du sang. Ma prochaine recommandation est De prose et de nuit de Camille Andel, publié chez Solaire. Certains disent à partir de 14 ans, mais l'ayant lu, je dirais qu'il faut peut-être attendre un petit peu plus longtemps. Ce roman, c'est une ode à l'amour des mots et de la langue. L'auteur a imaginé un monde unique, empreint de poésie, pour célébrer son affection des mots, sa poésie et les émotions qu'elles peuvent susciter. Ces personnages partagent le même amour et nous embarquent dans une aventure hors des sentiers battus. Camille Andel, une autrice talentueuse, nous offre une histoire empreinte de poésie où chaque mot prend vie grâce à sa prononciation. L'art, selon cette œuvre, réside dans l'alexandra, un style rythmé, rimé, dicté par des muses elles-mêmes. Il s'agit d'un roman de fantasy young adult avec une belle histoire d'amitié. En résumé, De prose et de nuit, c'est un véritable trésor, un livre qui magnifie le pouvoir des mots et de l'écriture. Je vous le conseille, les yeux fermés. J'ai maintenant quelques sagas à vous conseiller. La première d'entre elles, c'est Peau d'âme, signée de Aude Ziegelmeyer, qui est à lire à partir de 15 ans aux éditions Gulfstream Editeur. Et si les contes qui ont bercé notre enfance sont bien plus sombres que dans nos souvenirs. C'est une réécriture poignante et sombre du célèbre conte de Peau d'âne. Vous n'avez pas besoin de connaître pour apprécier le roman, je vous rassure tout de suite. C'est un roman qui interroge, qui révolte au fil des pages. La suite est aussi magique, révoltante et impossible à poser avant la dernière page. Le second tome est arrivé sur nos étagères et tables de librairie il y a à peine quelques semaines. Peau d'âme est une réécriture radicale et sombre, comme je vous l'ai dit, du conte de Peau d'âne, porté par la construction narrative audacieuse et une plume poétique qui serre l'âme. Dès l'introduction, l'atmosphère cloîtrée et oppressante de Blanche, princesse enfermée et idéalisée par son père instable, plante le décor d'une tragédie familiale latente. L'autrice a choisi de déconstruire le conte en profondeur. Blanche ne fuit pas simplement un mariage interdit, elle affronte une douleur intime, une rage insidieuse et une colère qui brûle jusqu'à en faire jaillir la transformation. Le récit bascule ensuite vers une deuxième partie, une incarnation véhémente d'une vengeance nécessaire et d'une résilience abyssale. Ce roman est aussi un manifeste féministe puissant. Loin de la romance convenue, il interroge la liberté des femmes, le contrôle patriarcal et la résilience face aux normes imposées. La fantaisie y est dense, entre intrigues de palais, magie violente, jeux de cour, rien n'était laissé au hasard. Je tiens également à mentionner le travail de la maison d'édition sur le tome 1 et 2, qui est absolument sublime. On peut remercier Anne-Clotilde James, j'espère que je ne fais pas de boucherie sur ce nom, l'autrice elle-même, Iris Fagot et l'équipe du Gulfstream Editeur pour ça. Ces livres sont très beaux. La seconde saga que je vous conseille, c'est Arcane de Brune. C'est une trilogie dont les 3 tomes sont déjà sortis et qui est signée Fanny Caldin chez Robert Laffont. C'est une histoire de cartomancie destinée à la jeunesse à partir de 14 ans, 15 ans, mais il pourra convenir à un public bien plus large. L'histoire se déroule à Marseille en 1850 et on suit Pita, une jeune fille débrouillarde qui survit en volant et en mendiant dans la ville qu'elle connaît par cœur. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'elle aide une vieille femme qui lui lègue un oracle divinatoire, lui conseillant d'en prendre grand soin.
Dès les premières pages, l'écriture de Fanny Caldin immerge le lecteur dans un univers riche et intrigant où le mystère et le développement personnel se mêlent habilement. L'auteur a choisi un vocabulaire soigné, utilisant des mots anciens qui ajoutent un charme particulier à la lecture et transportent le lecteur et la lectrice dans une autre époque. Pour les plus curieux d'entre vous, à la fin du livre, il y a un glossaire historique qui est proposé pour éclairer certains personnages ayant réellement existé, ainsi qu'un glossaire magique pour expliquer les forces obscures évoquées dans le récit. Que vous soyez adepte ou non des tarots et des oracles, Fanny Caldin va tout vous expliquer. On ressent un travail de recherche bien poussé pour faire remonter les origines de ces cartes et leurs explications. Vous avez de la chance, le tome 2 et 3 sont déjà sortis, donc vous pouvez tout dévorer sans attendre. Si vous aimez les histoires de tarot, de diseuses de bonnes aventures, de magie, avec un enchaînement d'actions rapides sans creux, ce roman est fait pour vous. Avant de passer aux lectures plus adultes, j'ai une dernière saga à vous recommander. Il s'agit de la trilogie des Torches, bien qu'il n'y ait que le tome 1 et 2 de sortie aujourd'hui, qui est signé par Moira Buffini et traduit par Thomas Leclerc, qui est publié chez La Martinière Jeunesse. C'est un roman captivant porté par une plume sensible et immersive. Songlight, le premier tome donc, est une dystopie captivante qui mêle magie, oppression et alliances improbables, dans un monde où les individus dotés d'un don de chant sont persécutés. L'autrice explore les thèmes profonds comme l'identité, la résistance ou la solidarité. Moira Buffini, c'est une scénariste primée qui, cette fois-ci, s'exerce à l'écriture de romans et offre une narration immersive à travers des perspectives multiples, chacune apportant une profondeur unique à l'intrigue. Les personnages, complexes et nuancés, évoluent dans un univers où les tensions sociales et politiques rappellent celles des œuvres telles que La Servante écarlate. L'écriture est immersive, poétique, et les chapitres prennent la voix de plusieurs narrateurs, idéal pour sonder les pensées profondes de plusieurs personnages. Le rythme est dynamique, ça bouge, ça aime, ça complote, bref, c'est vraiment plaisant et addictif. J'ai lu le tome 1 comme une histoire sur une autre planète, dans un autre monde, mais j'ai appris de l'auteure elle-même lors d'une table ronde au Festival du Livre de Paris que ce n'était pas un autre monde, mais bien le nôtre, dans un futur qu'il faut éviter, dans un futur où nous avons trop détruit, où le pouvoir a détruit, et détruit encore. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire le second tome à l'heure où j'enregistre cet épisode, mais je sais qu'il tiendra ses promesses. Il n'y a absolument aucun doute. Ce roman s'adresse aux amateurs de dystopie poignante, de récits centrés sur des héroïnes fortes et résilientes. Alors, qu'attendez-vous ? Bien qu'on arrive vers la fin de l'épisode petit à petit, j'ai encore plusieurs recommandations à vous faire. On passe maintenant du côté plutôt adulte des choses. Je ne conseille pas ça pour des enfants. Ma première recommandation est une fantaisie adulte qui s'appelle Les Brumes de Glenhollow, signé S.A. Yarmont chez les éditions Hurlevent. C'est un roman qui m'a captivée grâce à son atmosphère envoûtante. Les descriptions des personnages écossais, de cette nature sauvage, belle et effrayante, ainsi que de l'aspect gothique avec les lores et les châteaux m'ont complètement immergée dans l'histoire. Les sections où l'on suit l'une des personnages principales dans son initiation à l'aquarelle, son habileté artistique et son épanouissement grâce à cette technique sont tout simplement magnifiques. L'écrivaine capture avec poésie le processus de création des personnages écossais par la jeune femme, sa capacité à transporter sur le papier ce qu'elle perçoit. Je trouve par ailleurs que ce roman fait très Sir Brontë pour cette atmosphère, mais aussi pour son intrigue qui fait belle part à une rivalité mortelle entre deux sœurs depuis l'enfance, mais surtout la personnalité de la cadette. Celle-ci n'est pas heureuse que dans la nature sauvage écossaise, passant ses journées à arpenter avec sa chienne en se prenant de passion pour les métiers manuels et ruraux, telle une Emily Brontë. L'écrivaine met en évidence la descente progressive dans les profondeurs de l'abîme qu'est la dépression. Ce roman gothique est un véritable hommage aux Highlands, aux vents furieux des tempêtes les plus violentes, et au chef-d'œuvre d'Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Les Brumes de Glenhollow est un de ces romans qui laisse une empreinte, un mélange de beauté, de douleur et de mystère. C'est un livre qui se vit, qui se ressent. Et puis, l'Écosse. Dois-je vraiment ajouter quelque chose ? Si vous suivez un peu le paysage littéraire, vous n'êtes pas passé à côté de ce livre, mais je devais quand même le mentionner. C'est Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Neuret, qui est signé chez Michel Lafon.
Et même si on peut le lire à n'importe quel âge, à partir du moment où on sait ce qu'est la guerre, je pense que nous avons besoin de ce recul que nous offre le fait d'être un adulte et d'avoir fini son lycée. Les guerriers de l'hiver d'Olivier Norek, c'est un roman historique d'une puissance assez rare. Il a été félicité de plusieurs prix cette année. C'est un style à la fois précis et dynamique, et même dramatique. Norek parvient à réinjecter un souffle romanesque dans une période malheureusement peu connue de la Seconde Guerre mondiale. On suit le parcours impressionnant de Simo Aya. J'ai fait une boucherie, je suis désolée. Surnommé la Mort Blanche, un tireur d'élite devenu véritable symbole de la résistance finlandaise. Son histoire est celle d'un peuple contraint à se battre dans des conditions extrêmes et racontée avec minutie, mêlant affrontements sanglants, détermination héroïque. Norek offre un récit immersif à la croisée du roman et de la chronique historique. On ressent le froid glacial, le danger permanent, mais aussi l'humanité des soldats. Un récit à la fois épique et intime, offrant un nouvel éclairage sur une période méconnue de l'histoire, portée par un style maîtrisé et un propos inspirant. La dernière catégorie et pas des moindres, les policiers thrillers. Alors, je vais pas vous mentir, pour cette sélection, j'ai choisi 2 livres du même auteur et je viens de me rendre compte en préparant le script, c'est Maxime Chatham. Donc en premier, je vous conseillerais la trilogie du mal, puisqu'il y a une superbe édition de l'intégrale de la trilogie qui vient d'être publiée chez Michel Lafon le 6 novembre dernier. Et cette intégrale compile L'âme du mal, In Tenebris et Maléfice, qui sont ensemble la trilogie du mal. C'est un livre palpitant jusqu'à la dernière ligne. Ce n'est pas un simple thriller, mais une histoire sombre et angoissante qui vous gardera éveillé toute la nuit. Maxime Chatham nous entraîne dans un univers où les tueurs en série sont dépeints avec une précision glaçante. Les aspects les plus sombres de notre nature humaine y sont décrits. Certaines scènes m'ont glacé le sang, pourtant je n'ai pas pu m'empêcher de continuer à tourner les pages les unes après les autres. Tellement cette lecture est captivante. De plus, l'auteur n'hésite pas à bousculer son lecteur avec des rebondissements imprévus qui le laissent sans voix. Tout au long du récit, le lecteur se laisse emporter dans un tourbillon d'interrogations, tentant vainement de résoudre le mystère avant l'enquêteur. Grâce à une narration experte, l'intrigue ne connaît jamais de creux, même lors de descriptions détaillées et scientifiques des autopsies. Ces passages, loin d'être ennuyeux, apportent une touche de réalisme saisissante, démontrant l'engagement profond de l'auteur dans la recherche et la documentation. Je dois dire que c'est ce que j'ai un peu préféré dans ce livre, parce qu'il rend tout de suite les choses beaucoup, beaucoup plus angoissantes. Si Lovecraft, Stephen King ou Cliffy Barker vous disent quelque chose, allez-y, l'écriture de Maxime Chatham est faite pour vous. La trilogie du mal est réservée aux âmes courageuses ou à celles qui cherchent des frissons. La seconde recommandation que j'ai pour vous de ce genre-là, et qui est également signée Maxime Chatham, c'est 8,2 secondes. 8,2 secondes, c'est le temps qu'il faut pour tomber amoureux, c'est le temps qu'il faut pour mourir. Cette durée, infinitésimale, celle qui sépare la vie de la mort, l'innocente de la chute, devient le battement de cœur métaphorique du roman, une pulsation qui résonne dans chaque page tournée. Nous suivons 2 héroïnes au destin entremêlé, Constance, une scénariste qui cherche un refuge dans un chalet après un événement traumatisant, et May, une policière new-yorkaise qui traque un tueur en série terrifiant. 2 histoires haletantes, émouvantes, qui vont progressivement converger, révélant des personnages complexes et authentiques. Une atmosphère étouffante, angoissante et hypnotique nous accompagne au fil des pages autour d'un suspense omniprésent jusqu'au final explosif. Au début de l'histoire, le lien qui unit ces personnages reste énigmatique, suscitant une vraie tension narrative captivante. Le lecteur devine qu'un fil invisible relie déjà ces 2 vies. Mais quel est-il ? Chatham excelle dans l'art de distiller les indices, maintenant un suspense subtil et omniprésent qui imprègne l'atmosphère du récit. Cette structure en miroir où 2 destinées semblent se diriger vers un point de bascule inévitable construit la base même du suspense qui animera tout le récit. Alors laissez-vous porter, c'est un thriller certes, mais c'est une œuvre avant tout singulière. Chaque roman de Maxime Chatham est unique et c'est précisément pour cette variété que nous suivons et que nous apprécions sa plume si vivante et hypnotisante.
Si vous cherchez un livre ou un escape game, un casse-tête ou un truc un peu hors sentier, j'ai pour vous, c'est l'heure des inclassables. Le jugement de Salomon, écrit par Jeune Fine-Mort et traduit par Renaud Lestrade, a été publié aux éditions 404. C'est simple, ceci n'est pas un livre. Enfin, pas encore, ou plus vraiment. C'est 100 pages, 10 meurtres à résoudre. Le lecteur mène l'enquête, coupe, découpe et regroupe. C'est à vous de jouer, et peut-être vous réussirez, ou peut-être pas. Ma deuxième note spéciale, c'est le roman maudit de Franck Tillier, qui est publié chez Ozu et qui est à partir de 13-14 ans. C'est un livre calendrier de l'Avent, mais lui, ce n'est pas un roman de Noël. Non, celui-ci, c'est une enquête palpitante pour ados ou grands ados, écrit par l'un des maîtres du thriller français, Franck Tillier. Si je devais donner quelques indices sans vraiment rien révéler, ce serait boucle temporelle, chair de poule et mystère spatio-temporel. Le roman maudit est une porte d'entrée idéale vers le thriller pour les jeunes lecteurs, ainsi qu'un bel objet-livre qui garantira des frissons sous le sapin de Noël. Si vous cherchez une lecture qui mêle suspense, originalité et ambiance hivernale, laissez-vous tenter par ce calendrier de l'Avent littéraire. Mais attention, une fois le premier chapitre ouvert, il sera difficile de refermer le livre avant la fin. Seriez-vous patient et respecteriez-vous les règles, ou vous laisseriez-vous emporter sans pouvoir vous arrêter ? C'était Interligne, une conversation autour des lectures qui marquent, qui nourrissent ou qui déroutent. Merci d'avoir écouté cet épisode. Bonne lecture et bonne fête de fin d'année à vous. Prenez soin de vous cet hiver et on se retrouve l'année prochaine, le premier lundi de 2026. Un grand merci à vous pour ce voyage entre les pages. Si vous avez aimé cette discussion, parlez-en, partagez-la et surtout, continuez à lire. On se retrouve très vite avec un ou une nouvelle invitée et d'autres lectures à découvrir.